Lumière. 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 Lumière sur la mémoire autobiographique avec Pranny Vansen du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à Dijon. Saviez-vous qu'il existe non pas une seule mémoire, mais plusieurs ? Et oui, il existe la mémoire à court terme et la mémoire à long terme qui elle-même se décline d'ailleurs en mémoire épisodique, sémantique et même procédurale. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Pranny Vansen. Bonjour Pranny. Bonjour, merci de me proposer cette émission. Alors effectivement, il existe plusieurs types de mémoires, comme vous l'avez dit. Des mémoires à court terme de quelques secondes, par exemple quand vous allez retenir un numéro de téléphone le temps de le taper. Et également des mémoires à long terme qui peuvent aller jusqu'à des décennies et qui peuvent se subdiviser en mémoire implicite et explicite. Dans la mémoire à long terme implicite, on va retrouver la mémoire perceptive, qui sont liées aux différentes modalités sensorielles, ou encore la mémoire procédurale, qui permet les automatismes inconscients, par exemple quand vous faites du vélo. Dans les mémoires à long terme explicites, on va retrouver la mémoire sémantique qui est liée à nos connaissances que nous avons sur le monde, connaissances générales sur le monde ou sur nous-mêmes. Et enfin, la mémoire épisodique qui correspond à la mémoire des événements que nous avons vécus personnellement. Donc par exemple, se souvenir de ce qu'on a fait le week-end dernier, mais aussi une dimension tournée vers le futur. Et par exemple, essayer de se projeter pour savoir ce qu'on va faire les prochaines vacances. Et il existe également la mémoire autobiographique, moi qui m'intéresse plus particulièrement. Et dans cette mémoire autobiographique, on retrouve à la fois la composante sémantique en lien avec la connaissance que nous avons sur nous-mêmes et également la composante épisodique. Et pour finir, toutes ces mémoires sont interconnectées et interagissent tout ensemble. Alors Pranny, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Bourgogne, chercheuse au laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à Dijon, et vous travaillez justement sur la mémoire, et plus particulièrement donc la mémoire autobiographique chez les personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme. D'abord, alors, est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail ? Qu'est-ce que c'est exactement que la mémoire autobiographique ? Comment ça fonctionne ? Et est-ce que finalement les souvenirs d'odeur sont rangés au même endroit de mon cerveau que les souvenirs des visages de mes proches ? Alors tout à fait. Alors juste déjà pour commencer, pour rentrer un peu plus en détail sur le fonctionnement de cette mémoire autobiographique et les interactions entre ces deux composantes épisodiques et sémantiques, pour subdiviser un peu, lorsque vous êtes en train de vivre un événement qui va être important pour vous, vous allez ce qu'on appelle encoder cet événement en mémoire. Donc cet événement épisodique qui va être riche en détails spatio-temporels, émotionnels, sensoriels. Cet événement épisodique va être interprété et intégré en fait en lien avec cette mémoire sémantique selon vos buts, vos valeurs, vos croyances du moment, dans ces structures sémantiques préexistantes, ces connaissances que vous avez sur vous-même. Et du coup, vous allez plus prêter attention à certains détails qu'à d'autres. Alors pour donner un exemple, par exemple, vous allez dans une brocante, vous êtes quelqu'un qui adorait chiner des vieux objets. Du coup, vous allez porter votre attention sur les stands, sur les objets. Vous allez enregistrer, encoder en mémoire, par exemple, ce magnifique vase. Par contre, si vous avez réussi à convaincre un ami de vous accompagner, mais lui n'est pas vraiment intéressé par ces objets, mais il a faim sur le coup, du coup, lui, il va plutôt porter son attention sur le stand de crêpes, il va se rappeler de cette odeur alléchante de cette crêpe. Donc, une même scène peut être vécue totalement, ou en tout cas différemment, selon les individus et selon les envies, les intérêts, les croyances du moment. De l'autre côté, donc là, c'est pour l'encodage de cet événement épisodique. De l'autre côté, quand on vous demande de rappeler cet événement que vous avez vécu, il va y avoir une étape de reconstruction. Il faut savoir que quand on se souvient, c'est une reconstruction d'un événement passé. Cette reconstruction, ce terme est important. Et cette reconstruction, elle va être aidée, elle va être supportée par les connaissances sémantiques, en fait, qui vont agir comme un échafaudage
pour reconstruire cet événement de façon cohérente. Donc le terme aussi cohérent va être très important et c'est même ce qui va primer sur des fois la véracité, le fait que l'événement soit cohérent. Et du coup, quand on va récupérer un souvenir, on va associer ces différents détails épisodiques, on va se rappeler où est-ce que c'était, quand c'était, avec qui, les odeurs associées, tout ce qui est sensoriel et émotionnel, etc. Du coup, pour terminer sur cette mémoire autobiographique, si on se demande à quoi sert cette mémoire autobiographique, quelles sont ses fonctions, alors les auteurs décrivent 3 grandes fonctions majeures. Une fonction identitaire, directive et sociale. Donc si on décrit très rapidement, la mémoire autobiographique elle permet la construction et le maintien de ce sentiment d'identité, de continuité dans le temps. Je reste la même personne au passé, présent et dans le futur. Elle présente également une fonction directive qui va agir sur la résolution de problèmes. Donc, nos expériences passées vont nous guider dans nos choix futurs. On va s'appuyer sur nos expériences passées pour nous adapter aux futurs événements. Et enfin, la fonction sociale donc, de la mémoire autobiographique comme outil conversationnel. Vous allez raconter à vos amis ce que vous avez fait le week-end prochain, ce que vous prévoyez de faire les prochaines grandes vacances. Ça va vous permettre aussi de développer, maintenir les liens sociaux en échangeant. Et également, elle peut être vue comme un processus d'apprentissage par l'écoute de l'expérience d'autrui. Par exemple, quelqu'un vous raconte qu'il est allé dans un restaurant, qu'il est tombé malade. Du coup, grâce à l'expérience de cet événement épisodique qu'il vous raconte, vous allez apprendre d'éviter d'aller dans ce restaurant. Alors, vos recherches se penchent donc sur la mémoire autobiographique et plus particulièrement chez les enfants et les adolescents atteints de troubles du spectre de l'autisme. Vous nous l'avez dit, donc la mémoire autobiographique, c'est celle qui nous permet de nous rappeler de moments particuliers, de dates, de lieux. Mais au fait, pourquoi travailler sur les enfants et les adolescents ? Est-ce que vous travaillez également sur les adultes présentant un trouble du spectre de l'autisme ? Alors, c'est vrai que mes recherches, elles se sont principalement focalisées chez l'enfant et l'adolescent. En fait, d'un point de vue développemental, c'est important et intéressant de voir comment ces différentes fonctions cognitives se développent avec l'âge et du coup, comment ces mécanismes se mettent en place avec l'âge. J'ai peu travaillé encore chez l'adulte, mais il y a d'autres auteurs qui s'y intéressent. Alors, moi, j'aimerais plutôt comprendre le développement chez l'enfant, notamment chez les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme afin de mieux comprendre les difficultés et aussi pouvoir interagir le plus précocement possible là où il y a des difficultés qui sont identifiées. Après, c'est important aussi de travailler chez l'adulte parce que le trouble du spectre de l'autisme, donc c'est un trouble neurodéveloppemental qui apparaît à la naissance, mais qui reste tout au long de la vie. Donc on naît avec un trouble du spectre de l'autisme et on le reste, donc c'est important aussi qu'il y ait des études chez l'adulte et chez les personnes vieillissantes aussi, qui est encore peu étudiées. Alors Prani, est-ce que vos recherches vous ont-elles déjà mené à obtenir certains résultats parlants ? Quelles sont les prochaines étapes dans vos travaux de recherche ? Alors, avant de parler de mes recherches, j'aimerais faire un petit point déjà sur la littérature, sur ce qu'on sait sur la mémoire autobiographique dans l'autisme. Alors, pour compléter le trouble de spectre de l'autisme, donc comme je l'ai dit, c'est un trouble neurodéveloppemental qui peut être associé ou non à un retard intellectuel. Alors moi, pour mes études, j'ai uniquement pris des personnes qui n'avaient pas de retard intellectuel, mais il faut garder en tête que la notion du spectre du trouble de l'autisme est vraiment important. Et donc l'autisme, ça concerne à peu près un enfant sur 150 aujourd'hui en France. Et les troubles du spectre de l'autisme sont caractérisés par des difficultés de communication sociale et également par des comportements qui vont être restreints, qui vont être stéréotypés. Et les études aussi pointent de plus en plus, décrivent de plus en plus des particularités perceptives avec à la fois des hyper et des hyposensibilités. Alors ça, c'était pour revenir sur la définition de l'autisme et du coup la mémoire autobiographique dans l'autisme. Alors les études
antérieures ont montré, si on découpe par rapport à cette composante sémantique, donc les connaissances qu'on a sur nous-mêmes et épisodiques, les études, pour l'instant, ont montré une atteinte hétérogène en fonction de l'âge en fait, de la personne avec TSA. Donc, il n'y a pas de perturbation qui a été décrite chez les adultes avec TSA, mais par contre, chez les enfants, il n'y a pas beaucoup d'études, mais celles qui existent montrent une diminution de connaissances sur soi-même, avec un oubli progressif de cette connaissance personnelle au fil du temps chez les enfants avec autisme. Donc, ce qui pourrait, si on essaye d'aller un peu plus loin, ces résultats ils suggéraient donc un développement un peu plus lent de l'identité chez les enfants avec TSA, mais du coup qui s'atténuerait avec l'avancée en âge. Concernant maintenant la composante épisodique, donc d'un événement riche en détails, sensoriels, émotionnels, spatio-temporels, les études elles rapportent une récupération en mémoire qui va être plus difficile chez les personnes avec TSA par rapport, on va comparer à une population neurotypique, donc sans trouble de l'autisme. Ces événements rapportés vont être moins nombreux, ils vont être moins détaillés. Et les difficultés, si on voit sur le penchant temporel, elles touchent à la fois pour retrouver un souvenir dans le passé, mais d'autant plus pour imaginer un événement au futur. Une autre étude aussi que j'ai menée pendant ma thèse, donc on a toujours posé des questions, demandé à ces adolescents de rappeler un événement passé et d'imaginer un événement futur. On retrouve, comme la littérature, que les événements sont moins détaillés. Mais ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'on a proposé des indices visuels, en fait. Donc, il y avait un rappel libre. On leur demandait, raconte-moi ce que tu as fait les dernières grandes vacances. Et en fait, ensuite, donc ils nous racontaient, puis on leur proposait une image, en fait, pour revenir sur des détails. Donc, par exemple, une personne, donc, pour avoir le détail qui était là, ou quand c'était, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, avec ces repères visuels, que les personnes avec TSA arrivaient à récupérer les détails. En fait, les souvenirs les événements, que ce soit passé ou futur, devenaient aussi riches en détails que les personnes neurotypiques. Donc, c'est assez encourageant, ces résultats, de montrer que les informations, en fait, sont présentes chez les personnes avec TSA, mais elles seraient plutôt plus difficiles d'y accéder. Prani, avant d'en arriver là, vous avez réalisé votre thèse en 2019 sur la mémoire autobiographique justement, et d'ailleurs, je vous propose de plonger dans votre mémoire. Pourquoi avoir choisi cette voie ? Pourquoi la recherche ? Et pourquoi la mémoire ? Quel est votre parcours ? Alors, pour revenir sur mon parcours, en fait, j'ai découvert la psychologie au final assez tard. Donc, il faut savoir que moi, je viens plutôt d'un parcours en biologie. J'ai découvert les neurosciences en master. Donc, j'étais toujours intéressée par leur cerveau. Mais c'est en faisant un stage pendant mon master que j'ai découvert la psychologie et la mémoire. Et du coup, que je me suis dit, mais c'est à ça qui me plaît, en fait. C'est là-dedans que je veux continuer. Et du coup, en M2, en fait, j'étais déjà dans mon laboratoire qui allait être celui de ma thèse. Je me suis dit, mais il faut absolument que je continue dans cette voie-là. Et demain, savez-vous quels sont vos futurs sujets de recherche ? Demain, j'ai plein d'idées, j'aimerais travailler sur plein de choses, mais on va dire sur le court terme, j'aimerais continuer à travailler sur, bien sûr, cette mémoire autobiographique, notamment cette dimension tournée vers le futur, en fait, où est-ce que un des buts ultimes de notre mémoire, de retenir toutes ces informations, c'est pas justement de pouvoir s'adapter et vivre dans l'environnement et s'adapter au mieux. Donc j'aimerais explorer cette dimension un peu plus en détail, et également donc continuer à travailler dans cette mémoire autobiographique, dans l'autisme, et notamment au niveau de l'organisation de cette mémoire qui semble être atypique, en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment des difficultés ou est-ce que c'est pas un moyen de fonctionnement qui est peut-être un peu différent et une organisation qui est un peu différente. Donc, j'aimerais aussi explorer un peu plus en détail cette voie-là. Alors, vous travaillez au LEAD à Dijon, qui est reconnu dans le domaine de la psychologie notamment. Et quels sont les sujets d'études qui y sont menés ?
Alors oui, j'ai rejoint le LEA2, là ça fait très peu de temps, j'ai été recrutée depuis septembre. Le LEAD a plusieurs spécialités, donc beaucoup centrées sur l'apprentissage, mais on va retrouver des recherches par exemple sur la catégorisation, donc comment les enfants vont apprendre de nouvelles choses, comment ils vont les lier à d'autres connaissances déjà apprises. Et du coup, j'aimerais faire le lien avec la mémoire autobiographique et justement cette organisation, c'est comment les souvenirs peuvent être organisés, catégorisés en lien avec la mémoire sémantique. Il y a d'autres recherches pour rester sur la mémoire implicite, donc qui se produit sans l'intention d'apprendre, souvent sans conscience. Et également, il y a une grosse partie sur les apprentissages scolaires ou encore sur la mémoire adaptative ou évolutionnaire. On dit que la science ne se fait jamais seule. J'imagine que vous travaillez main dans la main avec d'autres collègues au sein du même laboratoire, mais aussi issus d'autres labos et peut-être même d'autres disciplines scientifiques. Alors effectivement, oui, c'est même très important de pouvoir travailler avec différents personnes, différents chercheurs, avec différentes thématiques ou approches différentes. Donc là, j'ai commencé, comme j'ai expliqué, de travailler avec un spécialiste plutôt de la catégorisation, donc essayer de faire des liens de cette façon. Et il y a une autre partie aussi qui m'intéresse, c'est en lien en fait avec l'intelligence artificielle, parce que là, quand on étudie la mémoire autobiographique, donc on va travailler sur des récits d'événements, des récits autobiographiques, et du coup, pour l'instant, on fait la cotation à la main, donc avec toute la subjectivité que ça peut entraîner. Donc là, j'aimerais vraiment m'intéresser avec les outils qui se développent d'une façon très importante, donc avec l'intelligence artificielle, de faire de l'analyse textométrique pour essayer de gommer un peu la subjectivité de l'analyse des discours. Un grand merci, Prani, d'avoir partagé vos connaissances et votre parcours. La mémoire a encore un tas de secrets qui ne demandent qu'à être percés. Merci pour vos travaux. À très bientôt. Merci, au revoir. C'était Lumière sur la mémoire autobiographique avec Prani Vanson du laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement à Dijon.